47 ans, cette année je vais avoir 48 ans. Je suis une mère, je suis une épouse. J'ai donc 3 enfants, dont un jeune adulte dans la vingtaine, une jeune fille de 18 ans, bientôt 18 ans, et un jeune garçon qui aura bientôt 10 ans cette année. Donc voilà, je suis retournée aux études aussi, hein, je suis en train de faire ma maîtrise. Je suis fonctionnaire au gouvernement fédéral. Et puis voilà. Alors mon parcours professionnel, mon parcours professionnel a commencé relativement tard. Même si je suis arrivée ici au Canada alors que j'étais encore une adolescente, donc j'avais 18 ans. Mon parcours professionnel a commencé relativement tard. Pourquoi? Parce que j'ai eu quelques défis en étant jeune, donc j'ai eu quelques défis au niveau de l'intégration dans ma société d'accueil, etc. Je suis notamment tombée enceinte à un jeune âge et alors que c'est ça que j'étais en train de faire mes études universitaires et donc j'ai dû m'occuper de mon enfant en tant que mère monoparentale pendant un bout. Ce qui fait que quand j'ai commencé vraiment ma vie professionnelle, j'étais donc, je dirais, j'avais 25-26 ans, à un âge où nombreux ont déjà commencé vraiment une vie professionnelle dans le champ où ils veulent aller. Alors c'est ça. Donc j'ai commencé pas ma vie professionnelle, mais mes premiers jobs dans l'hôtellerie afin de pouvoir faire vivre mon jeune garçon. Et ensuite, étant donné que je n'avais malheureusement pas terminé mes études universitaires à cette époque-là, c'est ça, donc je faisais vraiment des petites job-in. Mais après, j'ai eu l'opportunité d'entrer au sein du gouvernement dans la trentaine. Et depuis lors, donc c'est ça, donc j'ai travaillé pour le ministère Patrimoine canadien où j'ai eu l'opportunité de comprendre un peu plus l'histoire du Canada, que ce soit à travers les musées, parce que j'étais agente de programme, donc pour un programme qui finançait les musées, mais aussi les organisations patrimoniales autochtones qui exposaient l'héritage autochtone au Canada. Et donc j'ai eu à apprendre justement l'histoire autochtone, là, aussi la question des pensionnats indiens, etc. à travers mon travail. Et puis aujourd'hui c'est ça. Aujourd'hui par contre je travaille avec Affaires mondiales et je suis agent de développement Affaires mondiales pour la région de l'Afrique subsaharienne. La pandémie, chiche. Alors, la pandémie, une des choses que j'ai aimées, okay, surtout dans la première période, là. Je ne sais pas si tu te rappelles quand on nous a dit, je pense que c'était à la mi-mars, hein. Je me rappelle, on est rentré un vendredi, c'était je pense le 13 mars, et vendredi soir. Et samedi, on recevait un message disant « Vous ne revenez pas au travail. » On n'avait pas de laptop, on n'avait absolument rien. On était partis du travail en pensant qu'on retournait le lundi. Hein? Et on nous dit « Bon, vous ne revenez pas au travail. » C'est ça, la pandémie. On avait par contre déjà commencé à entendre parler de la pandémie un peu partout, que ce soit en Chine, en Europe, en Italie, etc. On voyait des hécatombes en Italie, si je me rappelle bien.
Et on est toujours là et c'est très étrange, on aime ça penser que nous, ça ne nous arrivera pas. Alors qu'on savait très bien que le virus était un virus qui se passait par la respiration. Hein? Donc c'est ça. Donc c'est ça, je me retrouve à la maison avec mes enfants, avec tout le monde. Heureusement, moi, je n'habite pas dans un appartement, j'habite dans une maison avec une cour, etc. Donc c'est ça, avec donc le fait qu'on n'a plus le droit de sortir. Et puis voilà. Donc là, il faut que j'occupe mes enfants. Et c'est très étrange parce que dans les familles, on n'est pas habitué à être avec la famille 24 heures sur 24. 7 jours sur 7. Donc, on apprend à s'accepter, à se connaître aussi, à connaître ses enfants, à connaître son mari. Des fois, ce qu'on voit n'est pas nécessairement très... on n'apprécie pas nécessairement ça. Ou sinon, on découvre des choses et on dit « Waouh, ok, en fait, je ne connaissais pas ces gens que j'appelle les membres de ma famille, je ne les connaissais pas aussi bien. Hein? » Donc, la première des choses, on apprend à connaître ses enfants. On apprend à connaître son mari. On apprend à se connaître soi-même aussi. Parce que tout à l'heure, on parlait justement des masques. Là, on ne porte plus de masque. On est avec soi-même. 24 heures sur 24. On a beau regarder des films Netflix, on a beau aller sur des Zooms avec les collègues ou avec les amis, etc. À un moment donné, on se retrouve face à nous-mêmes. Et c'est à ce moment-là que... c'est ça. En tout cas, je vais en parler un peu plus tard. Autre chose aussi. L'autre anecdote, c'est que j'ai pu reprendre contact avec des gens que je n'avais pas reparlé depuis plus de 25 ans. Les Zoom Party, c'était quelque chose. Et tout à l'heure, on parlait d'authenticité. Hein? Les Zoom Party en pyjama ou les affaires de maquillage. Moi, j'ai arrêté de me maquiller. Hein? Lorsque la pandémie a commencé, j'ai complètement arrêté de me maquiller. Je me suis dit, mais pourquoi on se maquille? Hein? On est bien comme ça. Donc, c'est ça. Donc les Zoom Party, l'authenticité aussi, parce que bon, c'est là, on ne sort plus, on n'a plus besoin de faire semblant, on n'a plus besoin de... Oui, on fait encore un peu semblant, mais on n'a plus besoin vraiment de porter tous les attributs sociaux, professionnels qui nous définissent, etc. On est tous dans la même merde. C'est ça. Ouais. Moi, en ce qui me concerne, personnellement, je suis une personne qui déjà aime ça être seule. Je suis une personne qui, même si ça se voit pas, je suis une personne introvertie. Donc j'aime les moments de solitude. Mais ça a des limites quand même, hein, comme 24 heures sur 24, non. Il y a des moments où je voulais voir les gens. Il y a des moments où je voulais aller même dans un restaurant, voir des gens en train de... Pas nécessairement... J'avais pas nécessairement le désir d'interagir. Non, mais juste être là et puis voir du monde autour. Du monde qui vit. Je voulais voir le social encore revenir. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé comment est-ce que la proximité humaine est vitale pour notre santé mentale. La capacité de voir les autres, la capacité de s'asseoir dans un autobus et d'être avec beaucoup d'autres, même si on ne se parle pas, même si on ne se connaît pas. Et c'est ça. Donc moi, vraiment, les gens m'ont manqué. Beaucoup. Comme beaucoup. Même à un moment donné, j'ai commencé carrément à avoir un peu de rancœur sur les mesures sanitaires. Sur le fait qu'on nous disait carrément de nous. Je comprenais tout à fait pourquoi est-ce que les mesures sanitaires étaient là. Il y avait la menace que c'est ça, qu'il y ait beaucoup de morts, c'était encore un mystère le Covid-19. Mais j'avais une certaine rancœur que notre humanité était en train d'être affectée. On se cachait le visage.
Il fallait qu'il y ait 2 mètres de distanciation. Il fallait que... Or, comme je viens de te le dire, la proximité avec l'autre est vitale à notre survie. Nous sommes des... we are herd people. Nous sommes des gens qui fonctionnent en horde. Et donc, c'est ça. Et donc, je m'en rappelle quand d'où la raison pour laquelle je comprends tout à fait le phénomène qu'on appelle de conspirationnisme. Je comprends tout à fait tout ce qui a pu provoquer ce genre d'idéologie, de pensée. À un moment donné, on se dit, mais qui nous veut du mal? Est-ce que c'est vraiment un virus ou sinon il y a plus grand que ça? Il y a quelque chose de plus... Parce que quand on prend comme ça toute une population en otage, quand on commence à voir, pas juste une population, hein, le monde en otage, on commence à se poser des questions. Quand moi j'ai eu l'opportunité, parce que bon, j'allais aider au travail, surtout pour les Canadiens qui étaient encore retenus à l'extérieur, donc j'allais aider. Et à un moment donné, j'ai marché dans le centre-ville d'Ottawa. J'ai marché sur la rue Wellington. Non, premièrement, Sussex Drive. Je marche au milieu de la rue. Il n'y avait absolument rien. C'était le silence absolu à part les oiseaux. J'avais l'impression vraiment d'avoir été téléportée dans un film d'horreur où tout le monde est mort. Hein? Et c'est à ce moment-là que c'est ça. Donc je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Je ne sais pas si vraiment... Est-ce que c'est vraiment un virus? Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne nous dit pas? Est-ce que j'ai vraiment commencé à... Il y a beaucoup de pensées qui commencent à... Et donc si je commence déjà à commencer à faire des scénarios, etc., à ce moment-là, je me suis dit, mais il va falloir aussi que je fasse attention à my sanity. Hein? Parce qu'il y a beaucoup de scénarios à ce moment-là qui se passent. Hein? Quand on se retrouve seul comme ça, en train de marcher au centre-ville, et que ça dure sur une longue période de temps, où on ne voit pas les gens, où les gens sont isolés, etc., on commence à... Oui, le côté rationnel prend le bord, parce qu'il n'y a plus rien de rationnel dans la vie de tous les jours. Parce que là, le rationnel, c'est grâce aux gens qui nous entourent. Or, les gens qui nous entourent, la structure, le système a pris le bord. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui est rationnel et qu'est-ce qui ne l'est pas? Résilience, c'est un terme qui est tellement large. C'est un terme qui est large. Pourquoi? Parce que, pour moi, la résilience est basée sur les systèmes qu'on a édifiés après avoir passé à travers des moments difficiles. Donc, disons par exemple, on a perdu quelqu'un de proche dans la famille. Ça nous a attristés. Ça nous a mis à terre. On s'est relevé. Il y a quelque chose il y a comme une espèce de bouclier qui est venu automatiquement. Hein? Il y a comme une seconde couche, hein, qui est venue. Ensuite de ça, on passe à travers, par exemple, l'échec cuisant, l'humiliation, la trahison. Tout ça, c'est donc des scénarios dans nos vies qui amènent des systèmes de résistance. Autre chose aussi, ça nous amène aussi une certaine humilité.
l'humilité, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça enlève ces idées préconçues qu'on a de soi-même ou qu'on a voulu faire, ce concept qu'on s'est fait de soi-même. Donc, oh, moi je suis telle, moi je viens de telle famille, moi je suis cela, je suis cela. Et donc, toutes ces situations, toutes ces expériences-là nous rapprochent de l'humilité. En nous rapprochant de l'humilité, qu'est-ce qui se passe aussi? Certains trouvent la spiritualité. Certains trouvent la spiritualité. Et donc, pour moi, tous ces scénarios-là nous amènent à des armes, telles que l'humilité, telles que la spiritualité, telles que la compréhension, telles que l'amour envers l'autre, qui bâtissent ce qu'on appelle la résilience. Cette résilience, après ça, nous permet, quand il s'agit justement, quand on passe à travers des situations difficiles, ou sinon quand par exemple on se retrouve seul, et que notre santé mentale commence à en prendre un coup, un peu comme ce qui s'est passé pendant la pandémie, cette humilité, cette spiritualité, cet amour de l'autre, cette manière de prendre aussi le téléphone et d'appeler « Hey Helen, comment vas-tu? Comment est-ce que tu es en train de passer à travers ça, etc. Si tu as besoin de quoi que ce soit, si tu as besoin de me parler, s'il te plaît, n'hésite pas. Et aussi, s'il te plaît, si je t'appelle aussi pour demander de l'aide, pour t'envoyer un SOS, je te demande s'il te plaît de prendre le téléphone. Ça, c'est l'humilité aussi. De dire, quand je suis en train de passer à travers un mauvais quart d'heure, là, please, aide-moi. Ça aussi, c'est de la résilience. C'est demander et donner de l'amour. C'est trouver sa spiritualité. C'est avoir tout le temps une forme d'humilité. C'est-à-dire que nous avons des vulnérabilités. We have flaws and we have to recognize them. They're part of ourselves. Donc pour moi, tout ça là, ça fait la résilience.